Prenons aujourd'hui la route du Portugal depuis l'aérodrome de Rennes-Saint-Jacques. Au terme de 2 heures de vol, nous sommes déjà au cœur de Lisbonne, la capitale. C'est par le tram que nous entamons notre découverte de Lisbonne, la capitale du Portugal, mais également la plus grande ville du pays avec ses 548 000 habitants. Les tramways électriques, qu'on appelle Elétricos, sont entrés en service en 1901, après que les chevaux aient capitulé sur des pentes aussi rudes. Ces trams sont encore pour la plupart en activité aujourd'hui pour le bonheur des visiteurs, même si le réseau a perdu les 2/3 de sa longueur originelle. Les façades couvertes de faïence d'origine maure et ibérique contrastent avec les maisons plus pauvres où sèche le linge. Prenons la direction du Castel de São Jorge, situé sur les hauteurs de la ville. Il ne reste hélas plus que des vestiges de châteaux forts que gardent jalousement de beaux pans très démonstratifs. Détruit en partie en 1755, cette citadelle datant du Moyen-Âge permet d'observer l'un des plus beaux panoramas de la ville. Nous retrouvons le tram, mode de transport bruyant et peu confortable, mais pas du tout polluant. Les moteurs sont garantis époque et subissent une restauration continuelle. 48 Elétricos sillonnent encore la ville en transportant plus de touristes que d'habitants. La place du commerce que nous découvrons depuis l'Arc de Triomphe fut le siège du palais royal pendant 4 siècles. Elle s'étend à perte de vue devant le Tage. C'est là que les épices, or, argent et denrées précieuses venant des colonies étaient débarquées des caravelles en retour de l'Amérique portugaise. Derrière la banque du Millénium se trouvent les vestiges de la ville romaine avec des voies pavées et particulièrement les restes d'une conserverie de poissons avec ses containers, ses puits et ses canalisations. Il faut savoir que la ville de Lisbonne, qui s'appelait Olisipo, a été occupée par les Romains entre -208 et 408 après Jésus-Christ. Ces habitants qui ont combattu dans les légions ont permis à la ville et au pays lui-même d'être intégrés à l'Empire en devenant, disons-le, un territoire de droit romain. Beaucoup de traces sont encore visibles, comme le démontrent ces pierres gravées et ces figures de divinités et de pontifes de la Rome antique exposées près du cloître de Geronimo dans le quartier de Belém. Nous pénétrons maintenant dans l'église de São Domingo, dans le quartier du Rocio. Cette église qui a connu l'Inquisition, les mariages royaux et les couronnements a entièrement brûlé en 1959. Les piliers ont été décapés par les flammes, les chapiteaux portent encore les traces indélébiles de ce fait divers qui a ruiné l'édifice. Restaurée au fil des années, cette église royale a retrouvé tout son faste avec ses emblèmes religieux qui lui ont redonné son âme perdue et les messes qui y sont effectivement consacrées chaque après-midi. Découvrons au passage la place du Rocio, dont le nom a été échangé pour celui de Pedro IV, roi du Brésil, dont la statue trône tout en haut de sa colonne. La place du commerce attire le soir de nombreux visiteurs. À la nuit tombante, les touristes se rendent sur les bords du Tage pour assister à la fin du jour. Le pont du 25 avril met en valeur son tablier d'acier sur fond de coucher de soleil. Prenons aujourd'hui le métro pour nous rendre au monastère de San Geronimo dans le quartier de Belém. Édifié par la volonté du roi Manuel Ier au XVe siècle, à l'endroit même où priaient les marins avant de s'élancer vers les horizons lointains,
Ce monument, avec ses 300 mètres de façade, a nécessité 150 ans de travaux. Ce sont les moines de San Geronimo qui vont occuper les lieux et surtout prier pour le roi et les navigateurs explorateurs. Dans l'église de ce monastère repose justement le corps de Vasco de Gama, le découvreur des Indes, en 1498. Le quartier de Belém honore les navigateurs partis à la découverte du Nouveau Monde. Ce monument en forme de proue de navire réunit sur ses deux faces tous les personnages emblématiques de l'histoire maritime du Portugal. La tour de Belém a été édifiée en bordure du Tage pour protéger le port de Lisbonne contre les invasions. Cette forteresse, qui fut éloignée du fleuve au moment du séisme de 1755, est l'une des perles de la couronne portugaise du Moyen Âge. Elle incarne la puissance navale de ce pays colonisateur. Ce castillo a été édifié après le retour de Magellan et de Vasco de Gama. Le pont du 25 avril, construit sous Salazar, est un ouvrage exceptionnel qui date de 1966. Réalisé en 4 ans, ce pont, qui mesure 3 km de long, dont 2 sur le Tage, a une hauteur de 100 mètres et puise ses fondations à plus de 80 mètres de profondeur. 160 000 véhicules l'empruntent chaque jour, tout comme le train d'ailleurs, pour rallier l'autre rive. Reconstruit après le séisme de 1755, le quartier du Chiado est depuis le XVIIIe siècle le rendez-vous incontournable des artistes et des élégantes lisboètes en guise de la dernière mode. Mais le quartier est à nouveau touché en 1988 par un incendie. Malgré tout, ce quartier chic et intello a retrouvé son cachet d'antan où flotte toujours un parfum de belle époque et de modernité. Le soir, des jeunes lisboètes et des touristes de passage n'hésitent pas à danser le rock'n'roll. Prenons le tram en direction du vieux port de Lisbonne où se trouve le Mercado da Ribeiro, le marché public. Situé sous les grandes halles métalliques des années 30, le vieux marché populaire de Lisbonne demeure le temple du bien manger. Les fruits et légumes aux couleurs étincelantes ouvrent l'appétit des consommateurs. Derrière les cageots se situent les étals où les grands chefs proposent autour de grandes tables communes burgers, charcuterie, sardines et glaces, une pause revigorante avant de repartir à la découverte du vieux Lisbonne. Nous sommes effectivement à bord du fameux ascenseur de la Bica qui relie le quartier du port au Bairro Alto, c'est-à-dire à la ville haute. Depuis 1892, ce moyen de transport original et vintage conduit à moindre peine habitants et touristes sur les hauteurs de la ville. Découvrir Lisbonne et ses 7 collines serait quasi impossible sans les funiculaires à crémaillère qui ont été mis en service à la fin du XIXe siècle et qui sont d'ailleurs classés monuments historiques depuis 2002.
Dans le passé, les femmes de petite vertu exerçaient leur activité dans ce quartier montant de la Bica que les marins et les pêcheurs arpentaient avant leur montée au paradis. Lisbonne a connu une évolution économique importante au début du XXe siècle avec les trams et particulièrement les funiculaires qui ont permis de désenclaver les parties hautes de la ville avec l'avènement notamment de l'électricité. Mais le développement économique historique de Lisbonne est majoritairement lié aux grandes expéditions maritimes avec l'Inde et particulièrement le Brésil. Malheureusement, la Compagnie des Indes portugaises va péricliter, ce qui vaudra au Portugal d'être annexé par l'Espagne pendant près de 80 ans. Dans la course aux nouvelles terres qui a créé concurrence entre les deux pays, l'Espagne reprenait ainsi au XVIe siècle le dessus sur sa voisine portugaise. Le quartier de Principe-Réal est l'endroit de Lisbonne moderne par excellence où vit une jeunesse tranquille et créative. Pendant l'heure de la pause et à l'ombre des grands arbres, la jeunesse écoute un musicien qui joue des airs de bossa nova. Ao nosso encontro não há. O telefone às vezes nos faz mal e sem querer acaba uma paixão. Eu me chamo Zé, fiz a ligação e ela me disse alô João, ai, ai. Ela me disse alô João. Le quartier du Chiado demeure l'un des lieux de Lisbonne qui a été le plus touché au fil des siècles par les catastrophes, notamment par le tremblement de terre de 1755 qui a détruit particulièrement l'église des Carmes que nous découvrons. Le jour de la Toussaint, alors que la messe est célébrée dans cette église, de dramatiques secousses sismiques provoquent la chute des voûtes dans de nombreux édifices religieux, dont celui-ci. Un mouvement de panique entraîne les rescapés vers le Tage où un énorme raz de marée cause la noyade de nombreux habitants. Le marquis de Pombal, alors Premier ministre, va faire restaurer les quartiers sinistrés par le séisme en faisant de la capitale une ville modèle sur le plan de l'urbanisme. Fini les ruelles tortueuses, il fait tracer des artères larges et des trottoirs et impose par ailleurs le pavage des rues qui n'a guère changé depuis le XVIIIe siècle. En reprenant notre avion pour la France, nous quittons Lisbonne en ayant une pensée pour ces navigateurs du XVIe siècle qui partaient sur le Tage en caravelle à la vitesse du vent pour rejoindre les portes du Nouveau Monde.